Bonjour. J'ai adoré le deuxième tome de Léon Tolstoï, là, sur Guerre et Paix. Ça parle de nourriture, de la kasha, du ch'ti, de kalach, de Soukharzi et de zakouska, loin de la kibitka et du kouas et du chako déposé sur la tête, ainsi que du sarrau bleu et du papaka. Mais attention, avec Guerre et Paix, il faut avoir les tripes. Premièrement, le narrateur adopte fréquemment une posture d'historien qui dépasse le simple récit romanesque. Il intervient pour expliquer les événements militaires, corriger certaines interprétations historiques et rationaliser les mouvements des armées. Ainsi, il précise les contraintes concrètes de la guerre, par exemple lorsqu'il calcule qu'il faut 4 jours de marche pour aller de Vitebsk à Smolensk, à la page 227. Son récit est marqué par l'inquiétude liée à l'invasion française et par une réflexion constante sur les dysfonctionnements de l'armée russe, notamment son manque de coordination et de communication. Cette démarche, explicative bien sûr, se retrouve dans son évocation du combat de Shevardino et de la bataille de Borodino, où les considérations stratégiques occupent une place importante. Cependant, le narrateur ne se limite pas à une vision technique ou militaire. Il recourt à de nombreuses images et figures de style pour représenter la guerre. L'artillerie. L'artillerie est désignée par la métonymie des 130 bouches à feu à la page 234, tandis que les soldats deviennent des fourmis, métaphore qui souligne leur insignifiance face à l'ampleur des événements. Cette anonymisation touche aussi bien les soldats que les officiers, réduits à des silhouettes ou à des ombres dans un Moscou en flammes. La nature est souvent personnifiée. Le Dniepr apparaît comme un élément stratégique essentiel, tandis que les flammes lèchent les murs, à la page 238, exemple d'anthropomorphisme qui donne vie au décor de destruction. Malgré son apparente distance, le narrateur accorde parfois une attention particulière aux individus. Il focalise certains passages sur l'expérience concrète des soldats, page 353, et évoque même des sensations rarement décrites, comme le toucher lorsque le mouchoir sert de compresse d'une plaie, à la page 395. Pourtant, cette attention demeure inégale. Il consacre de longues pages au rétablissement du prince André, avec son thé, alors que le destin de milliers de combattants est parfois résumé en quelques lignes. Cette différence de traitement révèle l'importance accordée aux personnages principaux dans la construction du récit. La mort est omniprésente, à la page 404, de même que la critique implicite du culte du chef. Le narrateur met également en scène les petites gens, montrant que l'histoire ne se réduit pas aux grands hommes, mais qu'elle est aussi faite par une multitude d'acteurs anonymes. La description de Moscou contraste fortement avec les scènes de guerre. La ville apparaît dans une lumière presque féerique. Les coupoles dorées, les constructions fantastiques et les brises parfumées évoquent une sorte d'Eldorado. Voyons voir. Alors que la poitrine se gonfle et se dilate en aspirant les brises parfumées, alors que les nuits sont encore tièdes et que leurs ténèbres s'illuminent d'une pluie d'étoiles dorées, dont le mystérieux spectacle effraie les uns et réjouit les autres, la lumière du matin inondait Moscou d'un éclat féerique. Pourtant, cette beauté s'oppose à la réalité d'une ville désertée, soulignant la fragilité des civilisations face au conflit. Enfin, le narrateur développe progressivement une réflexion sur les mécanismes de l'histoire. Sa posture d'historien est particulièrement visible lorsqu'il analyse les causes des événements, ou les difficultés logistiques des armées épuisées par la faim, la fatigue et les pertes humaines. Il remet ainsi en question l'idée que les grands événements seraient uniquement le produit de la volonté des chefs. Le récit est traversé par une forme de fatalité. Les individus semblent emportés par des forces historiques qui les dépassent. Toutefois, cette fatalité n'est pas nécessairement une marque d'intolérance, non, elle correspond davantage à la conception de l'histoire défendue par Tolstoï. Les événements résultent d'une multitude de causes et d'actions collectives plutôt que des décisions d'un seul homme. Le narrateur cherche donc moins à juger les individus qu'à montrer les limites de leur liberté face au mouvement général de l'histoire. Le narrateur aussi en 3 fonctions: historien, observateur omniscient et romancier. Son regard alterne entre la masse anonyme des combattants et le destin singulier de quelques personnages afin de montrer que la grande histoire et les histoires individuelles sont indissociables. En deuxième point, l'atmosphère dans le tome 2 de Guerre et Paix. L'atmosphère du roman repose sur un contraste permanent entre la vie quotidienne du monde russe et la progression inexorable de la guerre. Dès les premières pages, le narrateur décrit un univers encore stable, où le palais Slobolski et son mobilier symbolisent un ordre social partagé aussi bien par les marchands que par la noblesse. Les objets domestiques
témoigne d'une société prospère et structurée. Cette impression de stabilité est renforcée par des scènes de sociabilité marquées par la familiarité. Les voisins se connaissent, les conversations rappellent l'ambiance chaleureuse d'un lieu de rencontre populaire et les personnages apparaissent comme des rêveurs ou des nostalgiques. Le sourire approbateur du comte Rostov participe à cette atmosphère de confiance et de convivialité. Pourtant, la guerre s'immisce progressivement dans cet univers. À la page 230, les bruits de la fusillade et le grondement du canon se mêlent aux activités ordinaires des marchands et des izvoschiks. Cette coexistence du quotidien et du conflit crée une impression d'étrangeté. La guerre n'interrompt pas immédiatement la vie civile, mais s'y superpose peu à peu. Le roman construit également une vaste géographie de la Russie. La campagne, la province, Moscou, Saint-Pétersbourg et les salons aristocratiques forment un ensemble cohérent qui donne au lecteur une vision globale de la société russe. Chaque espace possède sa propre atmosphère, mais participe à une même civilisation nationale. À travers cette représentation, le narrateur réactive parfois des références historiques anciennes, comme la guerre des Scythes. Ce parallèle suggère que la résistance russe face à l'invasion napoléonienne s'inscrit dans une longue continuité historique. La guerre de 1812 devient ainsi l'héritière de stratégies ancestrales fondées sur l'usure de l'ennemi et la profondeur du territoire. Cependant, l'atmosphère générale évolue progressivement vers le déclin. Si le premier tome présentait un monde russe riche, brillant et relativement insouciant, le second montre la dégradation de cette civilisation sous l'effet de la guerre. Les valeurs aristocratiques, les habitudes mondaines et les certitudes sociales sont peu à peu fragilisées. Une rhétorique parfois cynique accompagne ce processus. Les discours héroïques contrastent avec la réalité des souffrances humaines. Cette évolution atteint son paroxysme dans La retraite française et La marche de Tarutino à Krasnoï, à la page 715. Le récit prend alors une tonalité tragique. Les soldats sont épuisés, malades, affamés, et les pertes se multiplient. L'atmosphère héroïque des débuts laisse place à celle de l'épuisement et de la désolation. Enfin, Tolstoï présente la guerre napoléonienne comme un phénomène complexe et collectif. Contrairement aux guerres antiques, associées à des figures comme Jules César, il ne s'agit pas d'une entreprise menée par un seul chef autoritaire. Le conflit mobilise un ensemble d'alliés, le royaume de Naples, les Saxons et d'autres États européens, ce qui renforce l'idée que l'histoire résulte de multiples forces convergentes plutôt que de la seule volonté d'un seul individu. L'atmosphère du tome 2 est donc caractérisée par une tension constante entre la richesse et la stabilité du monde russe, l'intrusion progressive de la guerre dans la vie quotidienne, la nostalgie d'un ordre ancien, le déclin d'une civilisation confrontée à la violence historique et une vision de la guerre comme phénomène collectif dépassant les ambitions d'un seul homme. Cette évolution fait passer le lecteur d'un univers encore harmonieux à une fresque de plus en plus sombre où la destruction matérielle et humaine révèle la fragilité des sociétés face au bouleversement de l'histoire. En troisième point, les personnages. Tout d'abord, nous avons la famille Rostov. Natacha Rostov, elle, spontanée, passionnée, elle affirme que Pierre représente la droiture. Son entrée dans la salle, tel un ouragan, souligne son énergie. Elle paraît aussi plus retirée socialement qu'auparavant. Sonia, associée à une romance discrète ou inavouée. Nicolas Rostov, officier courageux, responsable de 2 escadrons de hussards. Petia Rostov, elle abandonne l'université. Elle est même décrite avec un nez Camus. La famille Bolkonski. André Bolkonski, prince blessé au combat, relation importante avec son fils, auquel il raconte l'histoire de Barbe Bleue. Marie, sœur d'André, marquée par la nostalgie. Nicolas, en conflit avec sa fille Marie. Pierre Bezoukov. Alors lui, c'est un personnage très introspectif et réfléchi. Il est souvent associé à la boisson, au kvass, quoique. Il compare la guerre à une partie d'échecs. Il survit à des situations dangereuses, notamment les boulets, lui passent au-dessus de la tête. Il est appelé Kirill par les Français. Son rapport à la culture française évolue au fil du roman. Il y a presque une notion d'acculturation. Un peu plus loin, Napoléon et les Français.
Premièrement, Napoléon Bonaparte. Lui, il a un ton railleur, évoqué par le narrateur. Il évite certains sujets embarrassants, notamment les revers en Espagne. Il porte une tabatière, il apparaît comme un chef méthodique et discipliné, et la contemplation de son portrait produit un effet presque cérémoniel. Louis-Nicolas Davout, lui, il a été mentionné à une seule reprise, et il semble qu'il soit mort. Le camp russe et l'état-major. Barclay de Tolly, lui, il inspire peu de confiance à certains contemporains. Il est progressivement écarté. Pfull, lui, il élabore un plan de campagne inspiré de Frédéric II de Prusse. Wolzogen, présenté comme hautain et théoricien. Paolucci, énergique, hardi, et d'ailleurs même très proche de l'empereur. Le colonel Michaud, c'est le conseiller de l'empereur. Chichkov, c'est le secrétaire de l'empereur. Et Tsanichev, lui, il lit des romans. Un peu plus loin, les diplomates et les personnalités politiques. Balachov, intime du tsar, ambassadeur habile. Formule célèbre, tous les chemins mènent non seulement à Rome, mais aussi à Moscou. Très bon flatteur. Speransky, lui, il est victime d'une intrigue politique. Et enfin, les personnages secondaires. Nous avons Anatole Kouragine, souvent perçu comme opportuniste, il est intéressé par Natacha. Berg, colonel soucieux des apparences, personnage souvent associé à la recherche d'avancement. Dolokhov, regard effronté et brillant, personnalité audacieuse. Balaga, célèbre cocher de Troïka. Dessal, porte une redingote de drap russe. Et Mavra Kuzminichna, elle, c'est la figure de mystique fidèle. Au final, on peut aborder ce deuxième tome par différents thèmes. La guerre vue à travers les civils, notamment les femmes, les mères et les enfants, qui en sont victimes. L'opposition entre théorie militaire et réalité du champ de bataille, le patriotisme russe face à l'influence française, la souffrance des populations déplacées, et en cinquième point, le contraste entre les grands personnages historiques et les anonymes. Les remarques sur les femmes et le blé, la mère allaitant son enfant, ou encore la femme victime de la guerre, montrent déjà un aspect central du roman. L'histoire n'est pas seulement faite par les chefs et les généraux, mais aussi par les individus ordinaires qui subissent les événements.